Électrochoc, le podcast des électrons libres. Climat. Bâtir un monde prêt pour l'inattendu. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le passé pour mieux comprendre les défis climatiques qui nous attendent. Bonjour Max, bonjour à tous. C'est une excellente idée, parce que quand on parle de climat, on a souvent l'image d'une courbe de température globale qui monte doucement, inexorablement. On se focalise beaucoup sur cette moyenne planétaire. Exactement. Les rapports du GIEC insistent, et c'est normal, sur le réchauffement global lié à nos activités. C'est un fait scientifique solide. Mais cette vision, aussi juste soit-elle, est peut-être incomplète. Oui, parce que nous, les êtres humains, on ne vit pas dans une moyenne globale, on vit dans des régions avec des climats locaux. Et l'histoire de notre planète nous montre que ces climats régionaux peuvent basculer de manière incroyablement brutale sans même que la moyenne mondiale ne s'en aperçoive vraiment. Tu penses à un événement en particulier, je suppose? Oui, un épisode fascinant et assez méconnu du grand public, le Dryas récent. Ça s'est passé il y a environ 12 000 ans. À l'échelle de la Terre, c'est hier. Le monde sortait tout juste de la dernière grande période glaciaire, tout se réchauffait tranquillement, et puis, soudainement, tout a changé. Soudainement, c'est-à-dire? En l'espace de quelques années, l'hémisphère nord a replongé dans un froid intense. On parle d'une chute de température de 2 à 6 degrés en Europe et jusqu'à 10 degrés au Groenland. C'est comme si le climat de Paris devenait brutalement celui du sud de la Scandinavie. C'est vertigineux. Et le plus fou dans cette histoire, c'est que si on regarde la température moyenne de la planète à ce moment-là, elle n'a quasiment pas bougé. C'est un point crucial. Un événement climatique majeur qui a bouleversé des écosystèmes et des sociétés entières était pratiquement invisible à l'échelle globale. C'est la grande leçon du Dryas récent. On peut avoir une planète globalement stable en apparence, mais connaître un chaos total à l'échelle d'un continent. Ça nous oblige à revoir notre façon de penser le risque. Le vrai danger, ce n'est peut-être pas seulement la lente montée de la courbe, mais la possibilité d'un basculement rapide et brutal. Et l'histoire ne s'arrête pas là. La fin de cet épisode est tout aussi spectaculaire, n'est-ce pas? Encore plus même, après environ 1200 ans de froid, le climat s'est réchauffé de manière explosive. On parle de plusieurs degrés gagnés en quelques décennies à peine. C'est un réchauffement d'une rapidité qui dépasse les scénarios les plus extrêmes qu'on envisage aujourd'hui. C'est cette transition fulgurante qui a marqué le début de l'Holocène, notre période climatique actuelle. Donc, on a un refroidissement brutal suivi d'un réchauffement encore plus brutal. Quelles ont été les conséquences pour les humains et les écosystèmes de l'époque? Elles ont été immenses. La mégafaune, comme les mammouths, a fortement décliné. Les paysages ont été redessinés, les forêts ont remplacé la toundra. Et pour les sociétés humaines, ça a été un choc terrible. Beaucoup ont dû migrer ou ont disparu. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si l'agriculture émerge juste à la fin de cette période. Face à un environnement devenu totalement imprévisible, où la chasse et la cueillette ne suffisaient plus, les humains ont cherché à reprendre le contrôle sur leurs sources de nourriture. C'est une forme d'adaptation forcée. Ce qui nous amène à notre situation actuelle. On pourrait se dire, ok, c'était il y a 12 000 ans. Aujourd'hui, on a la technologie, on est plus avancé. Est-ce qu'on est vraiment mieux préparé à un choc de ce type? C'est le paradoxe. Technologiquement, oui, sans aucun doute, mais notre société moderne est aussi devenue incroyablement complexe et fragile. Pense à nos chaînes logistiques mondialisées, à nos réseaux d'énergie centralisés, à nos villes qui dépendent d'un approvisionnement constant. Un choc climatique rapide pourrait gripper toute cette mécanique. Une perturbation locale pourrait très vite devenir une crise globale. Notre sophistication est aussi notre talon d'Achille. Exactement. La question n'est donc plus de savoir si un changement climatique rapide est possible, l'histoire nous prouve que oui, mais plutôt de réfléchir à comment s'y préparer. Alors, que faire? Si la surveillance de la moyenne globale ne suffit pas, sur quoi doit-on se concentrer? Il faut changer de perspective. On ne s'agit pas de paniquer, mais d'élargir notre vision. On doit penser en termes de résilience et d'adaptation à l'inattendu. Cela veut dire construire des infrastructures plus distribuées, moins centralisées. Comme des réseaux d'énergie locaux, par exemple?
Oui, ou une agriculture capable d'encaisser des variations brutales de rendement, des systèmes de stockage de l'eau et des savoirs qui soient durables. Il s'agit de bâtir des systèmes capables d'absorber les chocs plutôt que de parier sur le fait qu'ils n'arriveront jamais. La technologie dans ce contexte n'est pas un gadget, c'est une assurance vie. En résumé, le dryas récent n'est pas une prédiction de ce qui va se passer, mais un avertissement. Il nous rappelle que le climat n'est pas une ligne droite, mais un système complexe capable de ruptures soudaines et violentes, surtout à l'échelle régionale. C'est tout à fait ça. L'enjeu, c'est de sortir de cette vision un peu trop simple du climat résumée à une seule courbe. Il faut intégrer l'imprévu dans nos plans. L'objectif n'est pas seulement de stabiliser le climat global, mais de construire une société qui soit fondamentalement capable d'encaisser l'inattendu. Une ambition bien plus vaste et sans doute bien plus réaliste. Merci beaucoup Céleste pour cet éclairage passionnant. Merci à toi, Max. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.